Impeccable. Donc, on va démarrer. Il est 16 heures. On va démarrer. Donc, en bas à droite, vous avez le petit chat à côté des deux bonhommes. Donc, qui vous permet de poser vos questions en live. Donc, il y a toute l'équipe avec moi derrière pour répondre à vos questions. Par exemple, on a Nathalie qui est à côté de moi. Voilà. Donc, Nathalie qui est coordinatrice des relations professionnelles chez Ceflou. Voilà. Merci, Nathalie. Donc, elle va retourner à son poste et elle va suivre ce qui se passe. Vous envoyer des petits liens, des petits messages d'amour. On a aussi avec nous Christian, normalement. Est-ce que Christian a pu venir? Est-ce qu'il s'est dégagé? Je ne sais pas s'il est là. Je ne pense pas. Je ne le vois pas dans la liste. C'est pas grave. Donc, Christian est chez nous, notre chargé d'affaires et de formation. On a aussi un ergonome, Thibaut, qui lui aussi est en mission en ce moment, donc pas disponible. On a Andra, qui est chargé de marketing chez nous et qui s'occupe, voilà, qui s'occupe d'organiser ce genre de webinaire pour vous apporter un contenu de qualité. Voilà, merci aussi à elle. Donc, on va démarrer. Donc, je vais partager mon écran. Excusez-moi pour l'attente. Voilà, qui est fait. Rassurez-moi, est-ce que vous voyez bien l'écran, la présentation? Merci. Allez, c'est parti pour une heure bien dense de contenu. Donc, pour information, les contenus, l'ensemble de ce PowerPoint sera fourni en version PDF à la fin de ce webinaire. Donc, si vous avez des notes à prendre, c'est éventuellement ce que je vais pouvoir rajouter ou ce que tout l'auditoire pourra rajouter éventuellement dans les commentaires en bas à droite, à côté des petits bonhommes. Allez, c'est parti. Voilà le sommaire. Donc, on va parler des difficultés rencontrées par les déficients visuels, on va parler des causes, des pathologies, de statistiques, de sensibilisation, de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour des déficients visuels, la spécificité justement de la déficience visuelle par rapport aux acteurs, aussi par rapport à l'étude d'aménagement de poste. On va parler aussi de cas pratiques bien concrets, avec aussi des petits conseils sur les aides techniques, sur le choix des aides techniques. On donne, sans compter chez Ceflou, vous aurez toutes les clés pour réussir, des services, tous les services qui gravitent autour. Alors, il se trouve effectivement qu'on propose aussi ces services, voilà, c'est un drôle de hasard. Et donc, vous avez aussi une partie questions-réponses à la fin. On devrait avoir 10 minutes sur la fin pour les questions-réponses. Ça n'empêche que vous pouvez déjà en poser sur le chat. C'est parti. Difficultés rencontrées par les déficients visuels. Donc, on rencontre souvent des personnes qui sont sensibles à l'éblouissement. Alors, il n'y a pas besoin d'être malvoyant pour avoir une sensibilité à l'éblouissement. On appelle ça la photophobie. Et par contre, c'est un indicateur. C'est-à-dire qu'une personne photophobe a une possibilité, une probabilité importante d'être malvoyant. Du moins, quand on est malvoyant, on est très fréquemment photophobe. Donc, c'est fait partie des éléments incontournables. L'éclairage fait partie des sujets à traiter systématiquement lors d'un aménagement de poste. Voilà, on voit aussi des personnes avec des grands écrans qui se débrouillent avec Windows, qui essaient d'agrandir tant bien que mal leur police ou de changer des contrats sur Windows ou qui utilisent déjà des logiciels. Peut-être même une version obsolète du logiciel qui a été mise il y a 3 ans et donc ils se débrouillent combien de mal avec les moyens du bord. Donc tout ça, c'est des indicateurs pour vous. Il faut savoir aussi que voilà, une des plus grandes difficultés pour un déficient visuel, c'est la vision de loin. Au tableau, forcément, suivre en formation ou en réunion, de suivre un tableau loin, c'est très complexe, c'est la chose la plus difficile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. La machine à café, la photocopieuse, tout ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais ça fait partie des éléments à étudier. Il faut se poser des questions.
Pourquoi? Parce que c'est des vraies problématiques d'accessibilité. Des fois, il y a des solutions de grossissement sur votre photocopieur. Il faut sûrement fouiller dans les paramètres de système du photocopieur, hein. Il y a des fois une loupe, un système d'agrandissement des polices, mais voilà, ce n'est pas fréquent et c'est souvent limité. En tous les cas, c'est des questions aussi à se poser, les parties communes, tous les appareils électroniques communs. On a aussi cette difficulté pour un déficient visuel de reconnaître ses collègues dans les couloirs. Donc concrètement, si vous avez une vision tubulaire, c'est-à-dire c'est comme si vous regardiez dans un tube, hein, ou une trou de serrure, et c'est une vision centrale, c'est-à-dire que toute la partie périphérique est noire. Et donc, on ne reconnaît pas ses collègues, ça peut être une source de conflit. Et dire, tiens, lui, il ne me dit plus bonjour. Pourquoi? Parce que c'est une pathologie invisible. Comme beaucoup de handicaps, là, la déficience visuelle fait partie des pathologies invisibles par excellence, et donc ça crée des tensions aussi au sein d'un service et avec ses managers. On a aussi des difficultés du coup dans les parties communes à consulter la signalétique, le nom des bureaux ou les salles de réunion. Donc ça fait partie des sujets auxquels il y a des solutions, il faut le savoir, mais c'est des difficultés rencontrées, ainsi que le trajet domicile-travail. Je me souviens même d'une personne qui, dans le cadre d'un aménagement de poste, se faisait payer le taxi tous les jours par son employeur, aller et retour. Donc, c'est vrai que ça, à la fin de l'année, ça devient une sacrée facture. Et typiquement, on a préconisé de consulter, de se faire former par un instructeur en locomotion. Et l'instructeur en locomotion lui a permis finalement d'être beaucoup plus à l'aise, serein pour l'utilisation des transports en commun et de déplacement dans les rues, jusque dans l'intérieur même du bâtiment professionnel. Donc voilà, ça fait partie des métiers. On va en parler après, mais c'était l'occasion d'en parler. Alors, comment identifier une personne malvoyante? Donc, forcément, des mouvements brusques, oculaires, ça peut être des gens qui se rapprochent de leurs écrans ou de leur téléphone, mais qui ne veulent pas forcément le dire, hein, qu'ils sont malvoyants. Des gens qui recherchent une solution d'agrandissement. Alors ça, Achtung, hein, nous on est de Strasbourg, on est un peu allemand sur les bords. Dès que quelqu'un vous demande une loupe, c'est peut-être que la personne est malvoyante. Alors peut-être que c'est juste parce que la police est trop petite, hein, parce que c'est pour lire un journal et des choses comme ça. Ok, mais il faut creuser. Est-ce que derrière, il y a vraiment juste une déficience visuelle très légère, ou on est dans le cas d'une malvoyance de quelqu'un qui ne veut pas forcément se révéler, ou tout simplement avec un début de pathologie, parce que les pathologies sont évolutives. Et un des gros inconvénients de la loupe optique, c'est que le grossissement est fixe et que cette solution technique n'est pas évolutive. On en reparlera certainement après dans les aides techniques, mais c'est vraiment un point de vigilance, y compris d'ailleurs pour les claviers gros caractères, hein. Les personnes qui demandent juste un clavier gros caractère, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière, donc il faut creuser, il faut absolument creuser, parce que répondre juste à la demande par un clavier gros caractère, c'est peut-être oublier tout un pan de son poste de travail. Les vêtements tachés, voilà, on a parlé déjà des collègues, des réactions par la lumière. On rencontre souvent des salariés, des agents qui sont enfermés dans un bureau obscur, qui ont complètement descendu les stores. Alors en plus, quand on descend les stores, on se retrouve, si on est en work, en open space, on se retrouve à être en conflit avec ses collègues en permanence. Enfin voilà, c'est tout un débat, c'est toute une gestion. Voilà, mais en tous les cas, la recherche d'obscurité veut dire éblouissement. Et donc, il y a des solutions pour ça. Le premier moyen, on va en parler tout à l'heure, mais le premier moyen, c'est d'éviter toute lumière directe, voilà, sur les yeux, quels que soient les moyens. Ça peut être des reflets aussi, il faut y penser. Alors, on a vu aussi, j'ai vu une personne utiliser une béquille en guise de canne pour se déplacer dans les parties communes. Donc, c'était une manière finalement moins stigmatisante pour elle d'utiliser une sécurité devant elle, parce que avec une baisse du champ visuel, elle cognait les cartons qui traînaient par terre. On va faire une petite parenthèse, hein. Normalement, vous connaissez tous ces sujets-là bien, mais c'est quand même important de rappeler certaines choses. Déjà que la malvoyance, c'est en dessous inférieur ou égal à 3/10. Alors, il faut savoir qu'il y a une étude qui est sortie, hein, qui dit comme quoi, à partir de 7/10, on commence à avoir une baisse d'autonomie. C'est-à-dire même que le simple fait d'avoir besoin d'une règle loupe, léger grossissement de 2 fois au moins, c'est déjà une baisse d'autonomie, parce qu'on a besoin d'une aide technique pour pouvoir lire. Il faut le savoir.
Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que effectivement, la cécité touche les malvoyants profonds, puisque tout ce qui est inférieur ou égal à 1/20, sont considérés comme non-voyants. Voilà, c'est pas forcément, ils ne sont pas forcément aveugles à la naissance ou quoi, mais voilà, on est dans le cadre du coup de cécité. Les causes, elles peuvent être héréditaires, et dans ce cas, effectivement, fréquemment, elles sont détectées ou à la naissance ou pendant l'adolescence. Je pense maintenant par la maladie de Stargardt, qui apparaît pendant l'adolescence, qui dégénère assez rapidement. Voilà, elle peut être, c'est très fréquemment lié à des maladies, et dans ce cas, voilà, le constat, c'est que c'est souvent lié à l'âge. On parle souvent de la DMLA comme vraiment quelque chose d'une maladie qui est vraiment de plus en plus fréquente. Et pour vous donner un exemple, la moyenne d'âge des clients de CFLOU est de 73 ans. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas que des aménagements de poste sur la partie professionnelle. Au départ, on est né en fait sur le parti particulier avec des aménagements de la vie quotidienne, simple montre parlant, des choses comme ça. Et donc, voilà, 73 ans la moyenne d'âge de nos clients, pour vous dire. Et donc, du coup, côté poste de travail, il faut se dire effectivement qu'à partir de même 55 ans, j'ai déjà vu, mais en moyenne, à partir de 60 ans, on peut avoir effectivement ce type de pathologie, type DMLA, très fréquent. Et il y a des solutions. En tout cas, il y a des solutions, on va en venir. Les infections, les accidents, les blessures, je ne vais pas trop m'attarder sur ce slide. Je pense que vous savez de quoi il en retourne. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est qu'il y a aussi les maladies neurovisuelles, les troubles neurovisuels, c'est-à-dire que voilà, l'œil est en bonne santé et c'est le cerveau qui n'arrive pas à interpréter l'image. Alors, quelques statistiques. On a effectivement 1,8 million de personnes avec un trouble de la vision, plus de 900 000 malvoyants moyens et 200 000 aveugles, ou malvoyants profonds. On parle donc de cécité. Alors, vous voyez effectivement que quand on fait souvent des sensibilisations, les aveugles sont parfois assez plus mis en avant. C'est le constat que j'ai pu faire. Difficile de simuler la malvoyance. Et pourtant, ils sont presque plus de 4 fois plus nombreux. Donc, c'est pas anodin. Leur nombre est très important. Et malheureusement, ce qu'il y a comme statistique, c'est que les personnes malvoyantes sont très exclues du monde du travail. Autant dans le monde de tout handicap confondu, on est à 19%, là on frôle les 50% dans le handicap visuel. Donc il y a un vrai chantier. Il y a un vrai chantier et nous on s'y attaque aussi en faisant des salons, en faisant ce genre de conférences pour sensibiliser tous les acteurs qui gravitent autour des salariés, des agents, pour aussi mettre en avant les solutions, montrer qu'elles existent, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui existent et qui sortent tous les mois, des nouveautés. Alors, combien de malvoyants dans votre entreprise? C'est une vraie question, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se signalent pas. D'où la sensibilisation, qui peut être une première étape, une première mise en bouche, avant même tout aménagement, c'est identifier une personne malvoyante dans un service ou dans une entreprise. Et donc là, effectivement, il se trouve que je suis un entrepreneur un peu fou, donc j'ai fabriqué un simulateur de malvoyance en réalité augmentée. Alors, c'est à destination des salariés, des collaborateurs, des managers, donc même les ressources humaines, pour comprendre que c'est possible d'employer des personnes malvoyantes et qu'il y a des solutions techniques. Et aussi aux médecins du travail pour bien se mettre en immersion et de comprendre ce que peut vivre une personne malvoyante. Donc, simulateur, c'est une première mondiale, ce simulateur, tout inclus, tout clé en main, etc. Donc, voilà, sachez que ça existe, donc c'est prestations de sensibilisation qu'on fait, ou alors même de la location pour les établissements, les services d'accompagnement sociaux dont on parlera tout à l'heure. Et effectivement, ça désamorce des situations de conflit. On l'a déjà vécu. On a même identifié une fois une personne qui avait un glaucome qui disait « ouais, mais cette tâche, je l'ai déjà ». Et on l'a pris à part à la fin de la sensibilisation, et puis il s'est avéré, en le voyant chez l'ophtalmologue, qu'effectivement, monsieur avait un glaucome et qu'il ne le savait pas. Donc, ce n'est pas l'objectif premier, mais j'aurais presque pu le rajouter dans les raisons. Donc, voilà ce qu'on peut voir dans un simulateur, et ça donne aussi une image de ce que peut être la photophobie. Donc, les reflets des surfaces blanches, autant un support que des surfaces plastiques ou des revêtements blancs. La DMLA, avec cette fameuse perte de la vision centrale, déformation des lignes même, voilà. Et on voit aussi une vision tubulaire avec, par exemple, une rétinite pigmentaire à son stade le plus avancé. Voilà.
Donc, c'est quelques exemples, hein, bien sûr, mais il y a plein de simulations possibles. On va parler maintenant des acteurs. Alors, les acteurs, on va commencer par la partie médicale, ophtalmologiste, orthoptiste. Donc là, que dire là-dessus par rapport aux malvoyants et aux non-voyants, bah, si ce n'est que il y a un travail aussi d'évangélisation des solutions auprès des ophtalmologistes. Euh, il y a, il s'est passé un truc sur le marché, c'est que les orthoptistes, malheureusement, ont été beaucoup recrutés par les ophtalmologistes, ce qui fait que la spécialisation basse vision, hein, qu'on appelle ça, eh ben, est de plus en plus rare chez les orthoptistes. Donc, il y a un rôle quand même très important dont on n'a pas encore parlé, c'est le rôle de rééducation. Euh, voilà, rééducation basse vision, c'est-à-dire que la partie visuelle de l'œil, la partie qui reste, qui n'est pas atteinte, eh ben, on peut faire de la rééducation pour l'utiliser au mieux. Donc, que ce soit avant l'aménagement de poste ou après, avec des équipements et des aides supplémentaires en plus, ce travail de rééducation orthoptique est très intéressant et même important. Et donc, surtout pour les gens en activité professionnelle, c'est vraiment un plus et ça permet justement d'améliorer les capacités et l'efficience aussi au travail. Le médecin de travail, voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de particulier, hein, si ce n'est que on va à leur rencontre de plus en plus pour évangéliser aussi la déficience visuelle, qui est finalement un tout petit marché. Hein. Les gens sont très rarement finalement face à ce type de cas, hein, donc ils ne savent pas forcément par quel bout le prendre, etc. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de webinaire. Les ressources humaines, donc là, il y a un rôle effectivement aussi d'évangélisation, de la capacité à recruter une personne en situation de handicap visuel. Donc là, il y a peut-être un rôle aussi à ce niveau-là d'information et on y travaille. Donc je pense d'ailleurs que tout le monde qui est là le fait. Voilà, la GFIP, FIPHP qu'on ne présente plus, donc les financeurs, les Cap Emploi, c'est ça, c'est les acteurs habituels, hein, dans le monde du handicap qui vont s'occuper finalement de bien gérer les dépenses des financeurs et qui vont gérer le dossier, qui vont gérer le suivi, l'ensemble du dossier avec l'agent ou le salarié. On a les ergonomes. Alors, les ergonomes peuvent être ou des ergonomes dans l'établissement, hein, pour les grands comptes. Ça peut être des ergonomes qui travaillent dans des cabinets spécialisés. Ça peut être des ergonomes, vous voyez, même chez nous, hein, on a un ergonome, des ergonomes indépendants, etc. Tout ce tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'effectivement, on constate que la spécialisation de déficience visuelle n'est pas enseignée à l'école. Donc, très peu finalement d'ergonomes ont cette spécialité sur la déficience visuelle. Donc, c'est là où on est là pour les épauler, pour les aider s'ils font l'étude, hein, si c'est eux qui font l'étude, ou sinon pour le faire avec eux ou à leur place. Malheureusement, des fois, on repasse des fois derrière, en fait. C'est parce que des fois, les aides techniques conseillées on a fait le constat qu'il arrive qu'elles soient obsolètes et qu'il il faut être en veille technologique permanente. C'est effectivement pas simple de trouver les bonnes aides techniques. Après, on a un rôle très important aussi des services d'accompagnement sociaux. Donc, c'est les SAVS, S3S, etc. Donc, tout cela, il y en a dans toutes les régions de France, normalement. Enfin, c'est vrai qu'il y a des zones blanches, hein, c'est évident. Mais ils ont un staff aussi très complet. Hein. Ils ont des orthoptistes spécialisés en basse vision, ils ont des psychologues, ils ont toute une panoplie derrière, des instructeurs, des fois en locomotion. Ils ont toute une panoplie de personnel qui vont justement bien accompagner le déficient visuel dans son intégration, autant professionnelle que particulier. Et donc, alors il se trouve que des fois, on arrive en urgence parce que des fois, il y a des délais de 6 mois. Et donc, on nous appelle des fois en urgence pour combler ce délai d'attente. Et donc, on intervient dans certains aménagements, alors que normalement, c'est le SAVS qui devait le faire, le service d'accompagnement, et parce qu'il y a une notion d'urgence. Donc voilà, ça peut arriver. Les opticiens, alors les opticiens, il y a à peu près 500 opticiens qui font de la déficience visuelle, de la basse vision en France. Le constat que moi je fais, je me mouille, c'est qu'il y a à peu près une trentaine d'opticiens qui sont que ça toute l'année, toute la journée, qui se déplacent, qui sont compétents sur ce sujet-là. Donc sur 14 000 opticiens, c'est malheureusement bien insuffisant.
Et il n'y a pas de secret à ça. Une des raisons, c'est que c'est un investissement très personnel aussi, parce que il faut s'investir en formation, il faut investir dans du matériel, il faut faire de la veille technologique en permanence, etc. Donc, c'est un travail de passionné, bien évidemment, et ce n'est pas forcément une activité très lucrative, puisque les dossiers ne sont pas légion non plus, voilà, sur ça. Donc, nous, on est là au milieu de tout ça, voilà, je pense que vous allez comprendre au fur et à mesure un peu notre rôle. Tout ce que j'ai à dire, c'est que on a cette vision technologique de veille techno en permanence, puisqu'on est importateur du monde entier de toutes les solutions. On a aujourd'hui le pouvoir de dire qu'on a le plus grand choix en France d'aide technique. J'ai créé CFlou, c'était il y a 10 ans maintenant, parce que j'ai fait le constat que finalement les aides techniques étaient difficiles à trouver, qu'il y avait des accords, des fois des contrats d'exclusivité, des choses comme ça, et des produits qui n'étaient pas forcément importés volontairement. Donc voilà, j'ai mis un peu le bordel, on peut dire, sur le marché. Et donc j'ai importé le maximum de solutions pour avoir un maximum de choix et répondre à des besoins très spécifiques, même si des fois on ne vend qu'une pièce dans l'année. Si ça répond encore plus aux besoins, tant mieux. Les instructeurs en locaux, donc on en a déjà parlé, qui font un chouette rôle sur le travail de locomotion, autant dans le bâtiment, le trajet domicile-travail, ou même à titre personnel pour les déficients visuels. Voilà, donc là, ils sont principalement aussi, il y a des indépendants, mais ils sont principalement dans les services d'accompagnement sociaux. Et la DSI, la direction des services informatiques, c'est fait partie des acteurs qu'on est obligé de solliciter. Pourquoi? Parce que la majeure partie des dossiers inclut finalement la mise en place d'un logiciel adapté pour les malvoyants et non-voyants. Et ces logiciels requièrent des droits administrateurs sur le poste. Et donc, on ne va pas l'installer comme ça. C'est même des fois la DSI qui va l'installer à notre place, etc. Et puis, nous, on vient après pour faire la formation. Donc, ça fait partie des acteurs à mettre dans la boucle, dans les dossiers. Pas à 100% des cas, bien entendu, mais on a quand même beaucoup de déficients visuels qui sont mis derrière un ordinateur. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est effectivement très fréquent. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des solutions, on va venir dans les cas pratiques. Ce n'est pas la solution systématique à prendre. Alors, l'étude d'aménagement. C'est vraiment la première étape. Donc, il y a des éléments qui sont apportés par le déficient lui-même, le déficient visuel. Donc, on parle de diagnostic, est-ce que la pathologie elle est évolutive? Tout ça, c'est des infos qu'il a de par son ophtalmologue ou son orthoptiste. Et donc, c'est des éléments importants. Si vous ne les avez pas, on va vous poser la question, parce qu'il y a des impacts. Quelqu'un qui a une fatigue oculaire, par exemple, ou une baisse du champ visuel, si c'est une vision tubulaire, ça ne va pas être la même taille d'écran qu'une vision périphérique. Donc, ça a des impacts sur les aides techniques jusqu'au bout de la chaîne. Donc, c'est important d'avoir ces informations. Et ça, c'est les autres questions qu'en tant que médecin du travail, il faut poser, ou même nous, on les pose. Voilà, un ergothérapeute, un ergonome, tout ça pose ces questions-là. C'est pour moi une évidence. La présence de photophobie, on va éviter les écrans qui sont brillants, on va partir sur des écrans mat. Voilà, toutes ces choses vont être importantes. Un des éléments les plus difficiles à percevoir, ça va être la fatigue oculaire, la fatigabilité visuelle, on l'appelle. Et pourquoi? Parce qu'il faut vraiment utiliser les solutions pendant 10-15 minutes minimum pour pouvoir déceler cette fatigue oculaire. Et c'est parfois une des raisons d'échec de laisser des aides techniques. Une autre raison, ça peut être la dépression, comme tout autre handicap finalement. Ça peut ne pas être le bon moment. Voilà, il y a plein de paramètres qui font qu'un essai peut être avorté ou même un dossier. Mais voilà, globalement, quand on est arrivé aux aides techniques, c'est que la personne s'est déjà battue pour monter le dossier, etc. Elle a fait toute une démarche personnelle aussi, RQTH et compagnie. Donc, généralement, ça se passe bien. Mais voilà, il faut être vigilant. Pourquoi? Parce que les aides techniques doivent prendre en compte cette fatigue oculaire, par exemple, ou d'autres pathologies lombaires. Donc, fatigue oculaire, je reviens juste dessus, je suis désolé, mais ça veut dire qu'il faut peut-être penser à des solutions vocales, en plus de l'agrandissement. On appelle ça de l'OCR, reconnaissance des caractères. Douleur lombaire, on va éviter tout ce qui est leucoptique, tout ce qui finalement va pencher les gens, va rapporter, ajouter des douleurs au niveau des cervicales. Forcément, utiliser un vidéoagrandisseur avec les troubles de monde supérieur, mais il ne va pas pouvoir la déballer.
Donc, il y a des évidences comme ça et des liens fondamentaux entre les pathologies, les troubles et les aides techniques. Alors là, c'est un sujet, là, c'est un slide très dense. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps sur ce slide. Tout est dit, mais c'est les éléments à étudier. Donc, je vais quand même en parler. Pourquoi? Parce que déjà sur la partie informatique, on a les réglages Windows. Eh bien, on n'est pas obligé systématiquement d'installer un logiciel, de prendre une journée de formation, etc. Des fois, vous arrivez, vous faites un petit réglage d'accessibilité Windows, vous changez le fond et vous agrandissez un petit peu, c'est génial, ça marche. Par contre, on arrive quand même très vite aux limites. C'est-à-dire que quand vous grossissez sous Windows, par exemple, à 200 fois, eh ben, sous Windows, ça marche, mais dès qu'on ouvre le logiciel métier, le logiciel qui est utilisé quotidiennement par l'agent, eh ben, vous vous retrouvez finalement avec des polices qui sont trop grandes et donc le contenu du bouton n'est plus lisible. Donc le bouton reste d'une taille fixe et à l'intérieur, voilà, on a des boutons qui sont fixes et la police qui est illisible. Et donc on est obligé de passer sur des logiciels de type agrandissement. Donc logiciel d'agrandissement, donc là on a par exemple ZoomText, un des plus connus, ou Supernova. Sachez que ces logiciels peuvent avoir une possibilité de vocalisation. Donc ça, c'est important de l'identifier avant. Logiciel de lecture d'écran, donc ça, c'est principalement pour les non-voyants. Donc on est capable d'utiliser un ordinateur, même l'écran éteint. Donc ça, on pense à JAWS, NVDA, des choses comme ça. Les logiciels de synthèse vocale type Dragon vont être aussi utilisés pour le cas de déficience visuelle, par exemple, pour des gens qui ont des troubles de motricité de l'œil. Donc, il faut économiser finalement un maximum le déplacement de l'œil sur un écran. Donc, de pouvoir piloter à la voix un Windows, de pouvoir fermer une application ou dicter du texte, ça peut être sympa. Ça peut faire économiser du coup les déplacements oculaires et gagner en efficacité en temps de travail sur un ordinateur, sur un écran. Excusez-moi, j'ai juste le téléphone qui a sonné. Voilà, tout va bien. Les claviers gros caractères, donc ça, je vous ai dit Hartung, hein, si on demande juste un clavier, c'est que derrière, il y a forcément d'autres besoins qui ne sont pas étudiés, donc il ne faut pas forcément répondre que à cette demande de clavier, il faut se poser la question globale. Est-ce qu'il y a du papier, est-ce qu'il y a de l'écriture, est-ce qu'il y a une problématique d'éclairage, tout. Les écrans, on les change aussi souvent en mettant des écrans anti-reflet, anti-éblouissement, anti-lumière bleue. Tout ça pour préserver le capital vue, pour avoir deux écrans de la même taille, c'est tout con, mais ce n'est pas souvent le cas, pour avoir des écrans aux normes VESA qu'on peut mettre sur des bras articulés. Donc, on est vigilant finalement aussi à cette posture de travail pour que les gens ne soient pas penchés comme ça en permanence sur leur écran. Lecture papier. Alors, les lectures papier, c'est des éléments qui sont possibles, même si on voit de moins en moins de papier en entreprise. Eh ben, ne serait-ce que d'aller aux archives, de voir des étiquettes, des choses comme ça, il faut creuser le sujet. Quelle est la fréquence, la durée? Est-ce qu'on est en position debout, en position assise? Est-ce qu'il faut faire de vision de près, vision de loin? Toutes ces infos-là vont être importantes pour le choix des aides techniques. L'écriture, eh ben, j'aurais pu mettre écriture / travaux manuels, puisque les aides techniques sont souvent les mêmes. Donc, ça fait partie aussi des sujets. À quelle fréquence, voilà, on verra dans le cas pratique après. Le contraste aussi, une personne qui écrit au crayon va forcément avoir beaucoup plus de mal à se relire qu'une personne qui écrit avec un stylo effaçable. J'ai fait ça dans un aménagement de poste et la personne était déjà aux anges et c'était réglé, quoi, avec un bon éclairage en plus. Mais ouais, des fois, il ne faut pas grand-chose. L'éclairage, est-ce que naturel, artificiel, toutes ces questions-là, est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Est-ce qu'on est en position, est-ce qu'on a besoin d'emmener le matériel dans le télétravail? Tout ça, même un éclairage, il faut y penser aussi. Et il y a des possibilités d'agencement aussi, forcément. Alors là, j'ai un petit slide pour ça. L'éblouissement direct de la fenêtre ou indirect via des surfaces réfléchissantes sur les plafonds. On a aussi donc la solution, c'est finalement de mettre un bureau qui est où la personne regarde de manière parallèle à la fenêtre, pour qu'elle n'ait pas vraiment que ni l'écran ni le visage soient perpendiculaires par rapport à la fenêtre. Et il y a aussi des solutions de films qu'on peut coller sur les fenêtres. Il n'y a pas que l'installation de store, qui parfois peut être contraignant au niveau logistique ou au niveau coût. On peut des fois juste mettre un film occultant, on va en parler tout à l'heure.
On peut parler Kelvin rapidement, donc voilà, pouvoir dans un éclairage changer la température de couleur, eh ben, c'est génial parce que ça répond finalement à tous les besoins et à toutes les sensibilités. Aujourd'hui, on a énormément de choix dans notre catalogue de lampes, ou même on a un lampadaire avec réglage de température de couleur, manuellement et pas en fonction de la météo, hein. Je parle vraiment manuellement en fonction de la sensibilité de la personne. Et bien, c'est extrêmement important de pouvoir régler et la température et l'intensité. La téléphonie, alors la téléphonie, c'est un des sujets les plus complexes à traiter. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas, malheureusement, de téléphone qu'on peut connecter directement en IP. Je parle de téléphone accessible, dont l'annuaire est vocalisé ou même avec des commandes vocales. Ça n'existe pas, tout simplement dans le monde. Ce n'est pas faute d'avoir tendu la perche à de nombreux fabricants, mais le marché est trop petit pour ça. Voilà, c'est ce qu'on me répond, effectivement. Donc, il y a des contraintes économiques derrière. Donc, il y a d'autres solutions. Voilà, on va étudier les logiciels. Est-ce qu'il y a un logiciel de téléphonie IP? Rendre accessible le logiciel, pourquoi pas, via des systèmes, nos logiciels d'agrandissement. Donc, tout ça, c'est des choses à étudier. Le cas dégradé, ça peut être de transférer la ligne directe vers un téléphone portable qui, eux, sont vocalisés, puisque dans le grand public, je pense à l'iPhone, je pense à Cap6 Smart Vision 3, par exemple, qui est une solution totalement accessible. Donc, c'est aussi une solution auquel il faut étudier. Voilà, ça dépend effectivement des paramètres. Les déplacements, on en a parlé. Je peux passer. On va attaquer déjà les cas pratiques. Alors, les cas pratiques, là, on a un bel exemple d'une situation qui n'est pas derrière un ordi. Nécessité de faire des activités manuelles, de faire du contrôle qualité et en même temps d'agrandir des plans. Avec les deux mains libres et en position debout et avec une situation de mobilité. Donc, autant vous dire qu'on avait beaucoup de contraintes. Donc là, on a mis un vidéoagrandisseur avec un écran sur bras articulé. Donc, on respecte aussi la notion d'encombrement sur le chariot. La dernière contrainte qui restait, c'est finalement un câble, une rallonge, tout simplement. Et la personne a pu garder son poste grâce à ça, et ça, c'est génial. On a l'impression d'être le Père Noël quand on sort de là, quoi. Là, vous avez une situation d'une personne photophobe qui s'est débrouillée, qui a acheté un écran. Regardez pas encore les solutions, j'aurais pas dû vous les mettre tout de suite, mais qui a récupéré un écran chez un collègue parce qu'il est parti, etc. Enfin, il a bidouillé, quoi. Donc, imaginez la troisième ligne à gauche, c'est la troisième ligne à droite. Donc, il y a même un travail intellectuel derrière. Enfin, c'est assez fatigant. Il m'a avoué clairement qu'il bossait qu'1 heure par jour sur ce poste à cause de la difficulté de travailler dessus. Et ça faisait 10 ans, malheureusement, qu'il était comme ça. Et la même personne avait ce clavier-là, je vous jure. C'est assez bluffant. Il a dit, ah, c'est les touches que j'utilise le plus. Ok, parfait. Donc, il y avait du boulot. On a condamné le spot. On a mis un lampadaire avec la possibilité aussi, on a la notion de plafond hein, qui est à prendre en compte dans l'éclairage, la hauteur de plafond. On a mis une lampe de bureau avec réglage de température et d'intensité, 2 écrans qu'on a changés, plus les bras articulés, le clavier gros caractère, un logiciel d'agrandissement et la journée de formation du logiciel, parce qu'on ne met pas comme ça un logiciel à quelqu'un sans l'avoir formé. Le cas numéro 3. Alors là, c'est intéressant parce que je suis passé après un confrère qui avait déjà installé un lampadaire, etc., 1 an et demi auparavant. Et malheureusement, il y avait encore des difficultés. Exemple, la surface réfléchissante du métal au plafond n'avait pas été anticipée. Et donc, la personne collait des cartons sur le plafond. La lampe, voilà, c'est une lampe, sans commentaire, on ne peut plus lambda, dont on ne pouvait pas régler finalement l'intensité, le spectre lumineux était assez faible. Et la problématique de lecture, autant assise que debout pour les archives. Et donc, elle utilisait une loupe qu'elle a trouvée dans un commerce, donc sans éclairage, une loupe grossissement 3 fois. Autant vous dire que c'était complexe, parce qu'en plus, elle avait des douleurs lombaires, à force d'utiliser finalement ces loupes, et elle utilisait même la loupe sur l'écran parfois. Donc, ça a été assez complexe pour elle. Et là, du coup, on a mis des films sur
sur ces fenêtres, puisque la contrainte, finalement, on ne pouvait pas installer de store. Hein. Vous avez vu un peu, c'est comme c'était biscornu. Hein. On voit sur la deuxième photo, là en haut, voilà, mettre des stores, ça laissait toujours finalement passer la lumière, parce qu'il y en avait déjà. Et donc, voilà, on a mis ces films. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est à usage unique. On ne peut pas les essayer, c'est vrai. Mais ça existe. Ça, voilà, on a fouillé, on a cherché, et honnêtement, ça résout des problèmes. Et c'est moins invasif parfois que d'installer un gros store. Le lampadaire, alors là, c'est un lampadaire, on est les seuls à faire en France, avec réglage de température de couleur manuelle, plus intensité, bien entendu. En plus, à un tarif correct par rapport à certaines autres marques haut de gamme. On a mis une lampe avec réglage d'intensité et de couleur, mais avec des boutons très bien perceptibles. Une un Clover Book qui permet l'écriture et la lecture en position assise. Donc ça, c'est le première image en bas à gauche. Il y a les liens sur les photos, vous pourrez regarder ça tranquillement ultérieurement quand vous aurez les PDF. Et la Clover 6, qui, celle-là, est très intéressante puisque c'est la seule loupe électronique avec vision de loin et poignée. Donc en position debout, je l'ai même préconisé, donc là c'est pour les archives. Hein. On peut faire une pause et en plus, comme il y a un écran tactile, on peut zoomer dessus. Donc c'est très instinctif et très pratique. C'est aujourd'hui une des loupes électroniques les plus efficaces, avec le plus de fonctionnalités en tout cas. Et ben, en l'occurrence, j'ai même aussi préconisé dans un autre cas une personne qui descendait des cartons pour lire ce qu'il y avait sur les cartons en logistique. Autant vous dire que je lui ai fait gagner 1 heure dans sa journée à cette personne-là grâce juste à cette solution. Plus le travail de manutention, les troubles musculo-squelettiques que ça pouvait engendrer. Donc, il était ravi de ne plus avoir à descendre ses cartons grâce à la Clover 6. Un autre cas ici, en l'occurrence, c'était un agent de la SNCF qui n'arrivait pas effectivement à lire les panneaux. Donc là, on a préconisé une Orcam My Eye qui, les mains libres, permet finalement, même en vision de loin, de lire du texte dactylographié. Alors, on a des solutions aujourd'hui pour le manuscrit, mais ça commence à peine à sortir. Il faut vraiment que l'écriture soit nickel, quoi. Voilà. Mais ça commence à venir. En tous les cas, les machines à lire, voilà, c'est ce qui permet de lire vocalement n'importe quel texte dactylographié avant tout. Et bah, vous avez vu finalement la difficulté dans sa gestion de planning. Donc, c'était lui avec le stylo et le crayon, dont on parlait tout à l'heure. Et bah, j'ai rajouté un éclairage avec un large spectre. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Il faut se poser la question, quel est le spectre lumineux nécessaire pour son plan de travail. Et bien sûr, il ne faut surtout pas que ça éblouisse directement l'œil. Donc, c'est pour ça que souvent, on combine la lampe du bureau avec un lampadaire. Et donc, on a aussi les claviers gros caractères, un classique, sauf que celui-ci, il est lumineux, c'est-à-dire que il éclaire de l'intérieur sans éblouir. C'est vraiment un clavier qui est fait pour les malvoyants. Et donc, typiquement, on peut même régler l'intensité de la lumière. C'est sympa, surtout en hiver. Le matin, le soir, la luminosité ambiante baisse rapidement. Et donc là, c'est important d'avoir un clavier gros caractère et lumineux. C'est devenu aussi d'ailleurs un des best-sellers du fait de sa polyvalence à toutes les situations. Les aides techniques. Donc, quelles aides techniques dans quel cas? Alors, je vous ai fait un petit condensé de toute notre expérience. La loupe optique avec ses avantages, ses inconvénients, etc., le contexte, l'utilisation, les points de vigilance, vous avez ça pour chaque typologie de produit. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps, je vais essayer de rajouter une info qui n'est pas écrite. Je vous ai déjà dit un Hartung sur la loupe optique. Alors, je n'ai pas parlé de lunettes de correction, qui sont aussi des solutions, bien entendu, mais dans le cas de malvoyants, la pathologie étant tellement évoluée, ces flous, par exemple, n'intervient que quand les lunettes de correction ne conviennent plus. Alors, il existe des systèmes de Kepler, des choses comme ça, bien entendu, pour lire de loin, etc. Ça, c'est aussi des solutions. Mais on arrive aujourd'hui, même avec de l'électronique, à avoir de la vision de loin et de la très bonne vision de près. Bref,
Aujourd'hui, on arrive à des solutions avec l'électronique qui permettent de répondre à toutes les situations. Et donc, les inconvénients de la boucle optique, c'est vraiment important de les souligner. Donc, le grossissement limité, les champs de vision réduits, le reflet qu'on peut avoir dessus, la posture. Voilà. Donc, ça, c'est des points de vigilance, bien évidemment. La loupe électronique. Alors, la loupe électronique, là, je vous ai mis que le modèle avec poignée, hein, c'est la Clover 6, mais il existe tout type de loupe électronique, hein, même des modèles qui sont de 12 pouces, et là, vous en avez une de 6 pouces pour vous donner un ordre d'idée, donc du simple au double. Pareil, il faut étudier le pourquoi. Enfin, le slide bleu que je vous ai montré tout à l'heure va vous donner une idée de dans quel cas on va utiliser quelle solution. Eh ben, il faut se poser la question de est-ce qu'on a besoin de la vision de loin, quelle est la pathologie derrière pour savoir la taille d'écran, le besoin de mobilité ou pas. Donc la poignée, c'est vraiment indispensable pour les personnes qui sont en position debout. Si ce n'est pas nécessaire, eh ben, on peut envisager des modèles sans poignée. D'ailleurs, bon, celle-là, en l'occurrence, a en plus la possibilité de rétracter la poignée, comme la Explorer 5 d'ailleurs, ou la Ruby, hein, qui est un peu plus connue historiquement. Même si dépassé. Je suis désolé, mais c'est un peu le cas. En tous les cas, on a aujourd'hui des solutions très polyvalentes qui permettent aussi et non stigmatisantes. Hein. L'avantage, un des avantages qu'on oublie sur la loupe électronique, c'est qu'elle n'est pas stigmatisante. On n'installe pas un gros téléagrandisseur sur le bureau. La personne, le salarié peut mettre ça dans le tiroir et l'utiliser que quand il en a besoin, ou le mettre dans la poche et le dégainer que quand il en a besoin. Donc, s'il n'y a pas de douleur lombaire, ça peut être une solution vraiment très intéressante. Alors, on commence à avoir aussi des loupes électroniques avec OCR, oui, et même avec écriture. Je pense à la Compact Disc, c'est possible. Alors, on voit aussi une innovation technologique qui change aussi les capacités d'adaptation d'un poste. Par exemple, on a une loupe électronique qui s'appelle l'eSight, qui en est maintenant à sa 4e version, qui n'est pas encore pour moi la solution parfaite. Voilà, ça continue d'évoluer, il y aura des mises à jour, et c'est tant mieux parce que ça répond à un besoin. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis, c'est que ça répond à un besoin de mobilité, de position debout, de main libre et de vision de loin. Exemple facile à retenir, on l'a mis en place pour une personne qui confectionne des sacs Hermès et qui a besoin de bouger d'un poste de travail à l'autre. Donc il y avait quatre postes de travail différents, un poste découpe, un poste contrôle, etc., un poste couture, un poste de couture. Et donc, on avait absolument cette difficulté finalement à utiliser des solutions autres, habituelles. Ou alors, on faisait carrément 4 aménagements différents. Mais ce n'était pas possible parce que les postes sont partagés eux-mêmes entre plusieurs salariés. Donc voilà, d'avoir ces lunettes électroniques sur la tête, c'était la seule solution. Un électricien, par exemple, aussi, qui en a mis en place, voilà, qui a ce besoin de mobilité. Alors, c'est stigmatisant, voilà, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas simple d'utilisation, de prise en main. La définition de l'image n'est pas exceptionnelle pour nous. Maintenant, pour une personne malvoyante, c'est déjà génial, c'est révolutionnaire parce que ça augmente forcément sa capacité visuelle et c'est particulièrement efficace sur les personnes avec une perte de vision centrale. Les téléagrandisseurs, alors ça reste un incontournable, contrairement à ce qu'on peut penser. Le téléagrandisseur n'est pas mort. C'est vraiment une solution immédiatement opérationnelle. On appuie sur un bouton, ça marche. Dans le nucléaire, on l'a mis en place parce que c'est une solution qui est déconnectée, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment, ça reste un incontournable, surtout pour les douleurs lombaires, puisque là, vous avez un écran à la verticale. Donc là, c'est ce que vous avez à l'écran, par exemple, c'est un DaVinci Pro qui est très intéressant de par sa polyvalence. Là, on est sur une solution où la personne a un besoin d'écriture, pas uniquement de lecture, sinon on prendrait un plateau. Et il y a de la reconnaissance de caractère à l'intérieur. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il faut être vigilant, comme dit, aux avantages, inconvénients. Des inconvénients, c'est l'encombrement, clairement, et c'est la mobilité. Donc si on veut faire des économies, on va peut-être plus aller sur, par exemple, un Cloverbook, ou on a aujourd'hui même des téléagrandisseurs avec un Windows dedans. J'aurais pu même faire une catégorie à part juste pour ça. Pourquoi ? C'est comme un ordinateur.
Ça se plie, c'est pas plus grand qu'un plié, c'est pas plus grand et lourd un petit peu plus lourd qu'un ordinateur portable, mais on a les fonctions d'un téléagrandisseur et un Windows dedans. Donc voilà, aujourd'hui c'est possible et donc ça évite les achats multiples, ça évite d'avoir 40 000 choses à installer en même temps. Et c'est efficace immédiatement. C'est en place très rapidement. Alors, le vidéoagrandisseur, pour moi, c'est des vidéoagrandisseurs donc sans écran. Et donc, qui vont être très pratiques pour la vision de loin, les situations de mobilité. On parlait de la salle de réunion tout à l'heure, souvenez-vous. Et bien là, le vidéoagrandisseur est très, très pertinent. Je ne vais pas relire tout ce qui est là, mais sachez qu'en termes de polyvalence, on peut lire, écrire et faire de la vision de loin. Voilà, même se maquiller, mais bon, ce n'est pas vraiment le but, si le matin éventuellement. Mais c'est une solution qu'on branche généralement sur, sur son ordinateur portable. Donc il faut être très vigilant par contre à la connectivité, à quel est l'ordinateur actuel, quelles sont les capacités de l'ordinateur en termes de mémoire, en termes de Windows et tout ça. Donc ça, c'est des sujets de point de vigilance. Machine à lire, que dire, si ce n'est aujourd'hui, grâce à Orcam, on a vraiment des solutions à lire vraiment ultra portables. C'est vraiment génial parce que c'est tout petit, ça rentre dans la poche et ça permet, ou ça se fixe sur les lunettes, et ça permet de lire quasiment instantanément quelque chose de près ou de loin. Donc, en termes de machine à lire, il y a des belles évolutions, il y a même la reconnaissance des visages qui existe. Donc, vraiment un sujet intéressant. Donc, il faut être vigilant par contre aux troubles auditifs. Ça, c'est des points de vigilance importants. Alors, la plage braille, on n'oublie pas, ça reste, même si c'est quelque chose qui, maintenant avec les solutions vocales, on a de moins en moins de braillistes, finalement. C'est le constat que moi, j'ai pu faire. Mais là, ça reste une super solution dans l'aménagement de poste. Pourquoi? Parce que c'est discret. On n'a pas besoin d'utiliser un micro. On a un retour instantané. Enfin, voilà, c'est de l'écran sur sa plage braille. Donc, ça reste une solution incontournable dans certains cas. Je pense à des standards téléphoniques, des centrales d'appel, des choses comme ça. Là, c'est vraiment pratique parce qu'il y a des open space. Les lampes et lampadaires, on en a déjà bien parlé. Voilà, ça ne sert à rien de s'étendre sur le sujet. Les films, ils sont là, donc à usage unique, c'est un des inconvénients. Que dire d'autre là-dessus? Rien de spécial, si ce n'est qu'il faut avoir les mesures de la fenêtre. Arton, il faut bien mesurer les fenêtres. Les surlunettes, éclipse filtrant, alors il est plus recommandé d'avoir ça, d'avoir un filtre qu'on peut mettre et enlever, plutôt que d'avoir finalement une monture à sa vue avec le filtre à l'intérieur. Déjà parce que sur travail sur écran, eh ben, il y a d'autres solutions que de mettre des lunettes ou de mettre un film en plastique là devant son écran. Ça, c'est une catastrophe parce qu'il y a des reflets. Mais il y a des solutions logicielles pour combler ça. Les lunettes, c'est plus pour les situations de mobilité dans les parties communes, parce que les néons sont dans les couloirs, même la lumière de l'ascenseur, des choses comme ça. Et on ne peut pas forcément rendre accessible tout un bâtiment. Donc là, c'est intéressant, y compris en intérieur-extérieur, mais on ne va pas mettre la même température de filtre en intérieur ou en extérieur. Donc de pouvoir comme ça changer en fonction du moment de la journée, de la météo, voilà, ça c'est très important. Les logiciels, il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a une partie formation. Donc sur la partie logicielle, c'est tout un sujet, vérifier la compatibilité avec les logiciels métiers, c'est quelque chose de très important. Savoir quel logiciel aussi il faut. Il n'y a pas aujourd'hui de solution Mac, Linux. Et il faut faire un audit, on va en parler après dans les services. Le clavier gros caractère, on en a parlé. Voilà, il y a aussi plusieurs coloris différentes. Les écrans, on en a parlé aussi dans les cas pratiques. Le sous-manoir, très intéressant parce que même en télétravail, je l'ai mis en place sur des revêtements qui étaient brillants, une table en verre du salon qui était hors de question de changer. Et bien, le sous-main était obligatoire parce qu'il y avait des reflets sur le verre. Ça permet aussi de repérer ses documents, c'est très pratique. Le téléphone portable, comme dit, c'est des téléphones portables pour particuliers qu'on utilise parfois à usage professionnel. Donc, on fait un transfert de ligne, voire même une ligne spécifique. C'est une carte SIM. Donc là, on a du téléphone totalement accessible. Voilà, c'est une solution. Et il y a aussi on a maintenant d'ailleurs le Smart Vision 3 qui vient de sortir sur la partie téléphonie. Et qui est fabriqué en France par Capsys. On a aussi les aides à la locomotion.
Alors, les aides à la locomotion, on parle de cannes, on parle de cannes électroniques, des choses comme ça. Donc, ça peut être aussi des solutions. Et il y a des belles innovations qui sont sorties, voilà, mais qui nécessitent, comme dit, des instructeurs en locomotion pour se former. On arrive sur les services qui gravitent autour de l'aménagement de poste. C'est important de les connaître. C'est un point très important. On va commencer par l'audit logiciel. Donc, nous, on fait ça gratuitement à distance. C'est important de savoir qui on a en face, quels sont son historique en termes de logiciels, quels sont les logiciels métiers, etc. On va même installer une version d'évaluation. Alors, il ne faut pas laisser une version d'évaluation installée sur un poste, parce que c'est tout de suite mettre la personne en difficulté. C'est pas lui rendre service, il faut faire l'audit, tester éventuellement, etc. Mais laisser une version d'évaluation, c'est dangereux. Parce que vous allez tout de suite mettre la personne en difficulté face à un logiciel qui nécessite formation tellement il y a de raccourcis clavier, de fonctionnalités, de choses comme ça. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement des personnes dont le poste a été installé il y a de nombreuses années, 3 ans environ, 2-3 ans, et la version logicielle est obsolète et devient incompatible. Donc on arrive un peu en pompier comme ça à la fin. Donc il est important aussi de revoir les mises à jour du parc, mise à jour logicielle de votre parc, et aussi du coup de faire ne serait-ce qu'une demi-journée de formation pour comprendre toutes les évolutions fonctionnelles du logiciel. Parce qu'on constate que finalement très peu voilà, le pourcentage utilisé des fonctionnalités est quand même souvent faible. Les essais de matériel sont incontournables. Finalement, c'est l'usager final qui décide si oui ou non la solution lui convient. On a beau faire tout ce qu'on veut, nous, tous les acteurs qui sont autour, c'est l'usager qui décide. Donc, nous, on va essayer de mettre le bon produit à la bonne personne, la bonne situation, etc. Mais c'est vraiment important de faire cet essai et de l'appeler au bout de 10 jours pour vérifier que les aides lui conviennent. Donc, il nous arrive aussi fréquemment, si le dossier est solide, la personne n'est pas en situation précaire, etc., même de laisser les aides techniques en prêt pour de la longue durée jusqu'à validation du financement. Donc, c'est possible sous condition. La location de matériel. Alors, la location de matériel, c'est un service que j'ai lancé maintenant il y a 5 ans à peu près, pour répondre aux situations précaires. Effectivement, j'étais le premier à le faire. Et donc, le CDD, la période d'essai, départ en retraite, les situations d'urgence, vous mettez tout de suite la personne dans une situation convenable pour travailler. Parce que déjà, qu'elle doit prendre une nouvelle fonction, une nouvelle entreprise, etc., il y a déjà tellement de choses à prendre en compte. Si en plus, avec son handicap visuel, vous lui rajoutez, vous ne mettez pas les aides techniques, forcément, c'est une des raisons d'exclusion dans le monde du travail. C'est ça, quoi. On ne va pas monter un dossier AGFIP pour une personne en CDD. L'allocation existe. C'est une vraie solution. Les formations logicielles, donc là, vous avez la liste, on fait tous les logiciels, autant pour les malvoyants que les non-voyants, y compris la téléphonie. Donc là, je vous ai déjà donné les points de vigilance par rapport aux mises à jour logicielles qu'il faut faire fréquemment, aux formations aussi, qui même peuvent être des formations de rappel. D'ailleurs, c'est intéressant aussi dans les dossiers, très en amont, c'est important aussi de préconiser des formations peut-être en 2 temps. C'est-à-dire, pour une personne qui ne connaît pas du tout un ZoomText, ça va être de faire une formation d'une journée, mais aussi dans le dossier, tout de suite de prévoir une demi-journée, voire même à distance, mais au moins une demi-journée, 1 mois ou 2 mois après, parce qu'il y a toujours des questions qui reviennent, il y a toujours des choses qui ne sont pas forcément traitées. Alors, on laisse notre numéro de 06, mais ça reste limité, quoi. Voilà, on ne peut pas refaire une formation d'une journée derrière, malheureusement, gratuitement. Mais voilà, en tout cas, on laisse les 06 des formateurs systématiquement. Et donc, on calibre, avec l'audit, on calibre la durée de la formation. Alors, il y a aussi des prestations d'installation sur site, voilà, qui sont faites. Alors, en l'occurrence, nous, on a 170 personnes, des agents partenaires qui interviennent dans toute la France. Donc, les grands comptes apprécient aussi ce service de proximité et de réactivité pour mettre en place les aides techniques en prêt. Mais il faut savoir que dans ce cas-là, ce n'est que de la sous-traitance, c'est-à-dire que ces flous gèrent
le dossier, la partie prêt, facturation, devis, tout ça, c'est Cflou qui gère, ce n'est pas eux. Mais au moins, vous avez le service de proximité. Alors ça, c'est l'équipe globale. J'ai même mis mon petit chien Jana, ma petite chienne Jana, voilà, elle est là. Parce qu'elle fait partie des meubles, hein, elle est avec nous tous les jours. Et donc, moi en premier, président, deuxième, Christian, en haut à gauche, Thibaut, notre ergonome, spécialiste en déficience visuelle, et Nathalie, coordinatrice des relations professionnelles. Alors, tous les autres contribuent aussi, sont aussi à votre service, mais vous ne serez pas forcément en contact direct avec eux. Voilà, il y a les achats, il y a la logistique, il y a plein d'autres services, le service après-vente, etc. Donc, ils font tous partie de la société et ils sont derrière nous. Voilà, donc quelques chiffres clés pour vous montrer que on a bien grandi, qu'on sait faire aussi de belles choses avec des grands comptes. On a le plus grand choix en France de solutions, donc ça, c'est des noms de, voilà, c'est des marques pour lesquelles il a fallu se battre pour les importer, pour négocier, etc. Donc, on a la fierté aujourd'hui de travailler avec toutes les marques du monde entier. Et les références, voilà, quelques références avec qui on bosse, soit dans le privé ou dans le public, bien entendu, tout est possible. Les avis, on est les seuls du marché à noter, à se faire noter par nos clients avec un avis certifié AFNOR. Hein, donc, ça veut dire qu'on ne peut pas créer ou supprimer des avis. Donc, c'est pour vous montrer aussi notre transparence et notre volonté de bien faire. Voilà, on a vraiment une forte exigence de satisfaction de nos clients, autant particuliers que professionnels. Voilà, et puis quelques prix, ça c'est du bling-bling. On en arrive aux questions-réponses. Alors, juste avant les questions-réponses, avant qu'on en perde, je vais vous montrer la possibilité de contact, qui est le point d'entrée unique, c'est pro@cflou.com, avec la possibilité de s'inscrire à notre newsletter. Donc, Nathalie, voilà, merci. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est impeccable. Timing parfait. Elle vous envoie en bas dans le chat, en bas à droite, à côté des bonhommes, il y a un petit carré, un petit rectangle. Cliquez dessus, vous verrez le chat. Elle vous envoie le lien d'inscription à notre newsletter, qui est réservé uniquement aux professionnels. Donc, pour les invitations au webinar, pour les nouveautés technologiques, pour les événements auxquels on participe, hein, les salons, des choses comme ça, abonnez-vous à cette newsletter. Et vous pouvez nous suivre aussi hein, là, on fait un focus en ce moment sur YouTube. Il y a de belles vidéos aussi. On a un blog. Voilà, on a plein de belles choses à vous raconter.